On a voulu poser cette question parce que l'actualité, évidemment, nous rattrape et va extrêmement vite. On a l'impression d'un maccarthisme, je le disais tout à l'heure, 2.0, alors qu'il n'a pas démarré depuis l'arrivée de Donald Trump, mais je dirais qu'il s'accélère. Et on se pose quand même la question de savoir si nos démocraties aujourd'hui ne sont pas menacées. Donc je voudrais vous demander peut-être à l'un ou l'autre, est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que les réseaux sociaux ont une responsabilité dans cette menace? On a vu TikTok en Roumanie avec l'arrivée d'un candidat qui n'était pas prévu. On a évidemment tout ce qui s'est passé sur X. On citait Thierry Breton tout à l'heure, sa façon d'interpeller dès le mois d'août de l'année dernière Elon Musk, qui utilisait le réseau X pour faire la campagne de Donald Trump, la façon dont l'ensemble de la Silicon Valley, notamment Mark Zuckerberg, a rejoint évidemment tout ça. Donc est-ce qu'il faut sentir effectivement qu'il y a cette menace? Est-ce que les réseaux sociaux en sont le premier vecteur? Peut-être pour commencer avec vous, Joël. Alors, pour répondre à la question qui était posée dans le titre, faut-il supprimer X, TikTok et Facebook, si je me souviens bien? Je pense que si on les supprimait, après-demain matin, il y aurait Xprime, TikTokus et je sais pas quoi. Donc la question n'est pas celle de supprimer au titre de la démocratie, qu'il y ait des problèmes démocratiques, ça me paraît clair. Considérer que les responsables de ces problèmes démocratiques sont les réseaux sociaux, c'est une façon facile, je pense, de traiter un problème autrement plus compliqué. Donc, la question c'est, d'un côté, effectivement, les réseaux sociaux n'ont pas été fabriqués pour protéger la démocratie. Les réseaux sociaux, ils ont été fabriqués pour, au départ, mettre en contact les gens. Ils ont progressivement évolué et ils ont toute une série d'usages absolument fantastiques. Le problème, c'est qu'ils ont des externalités tout aussi fantastiques, qu'il s'agisse de ce qui se passe avec les enfants, qu'il s'agisse de ce qui se passe en Roumanie ou ailleurs. Et la question, c'est, dans ce monde numérique, où je crois l'idée de supprimer les réseaux sociaux n'est même pas venue aux Chinois, il s'agit de voir comment on fait pour traiter le problème. Et donc, après, effectivement, la question est une question de régulation. Et il ne s'agit pas de savoir s'il faut supprimer ou pas la régulation. Il y a des bonnes et des mauvaises régulations, des capacités à traiter les sujets ou pas. Et peut-être qu'on pourra revenir sur cette question-là dans le cours du débat. On va demander à Gilles Babinet ce qu'il en pense. Oui, merci de m'avoir invité. Moi, je suis de ceux qui pensent que les réseaux sociaux ont une induction extrêmement forte sur la démocratie. Évidemment, comme Joël, je pense que voilà, ils sont là pour rester, mais on n'a pas compris ce qui est en train de se passer. Et la capacité que l'on a, notamment par les algorithmes, à influencer le débat public, elle est très très importante. Elle est très importante parce que ces algorithmes ne sont pas ouverts, ne sont pas connus, et vous avez mille et une façons d'introduire des contenus de nature à polariser le débat. La capacité systémique de ces technologies est très supérieure à tout ce qui a préexisté en réalité. Et donc, de ce fait, ce sont des outils très particuliers qui nécessitent une attention particulière. Et à cet égard, les tentatives de régulation sont insuffisantes. Elles sont très largement insuffisantes. J'observe d'ailleurs que depuis quelques semaines, l'Australie vient de passer une loi qui dit que quiconque cherchera depuis l'étranger à influencer le débat public sera passible de 5 ans de prison. Voilà, donc c'est de ça dont on parle. C'est nécessaire. On doit mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces algorithmes. Il y a tout un tas de choses qui, a priori, ne sont pas répréhensibles, qui sont problématiques. Par exemple, si sur TikTok, vous décidez de favoriser toutes les shorts qui ont des musiques un peu sombres, et vous créez un climat. Voilà, c'est rien, mais ce type de choses, vous pouvez le faire à très grande échelle, dans beaucoup de domaines, et vous pouvez finalement impacter de façon extrêmement profonde, j'ai envie de dire, l'archétype de ce qui constitue une société. Donc de fait, pour moi, l'existence de ces systèmes nécessite une transparence très supérieure à ce qu'elle existe. Et
induit aussi une relation entre le régulateur et le citoyen qui est différente. C'est-à-dire que le citoyen, par définition, dans un domaine où il peut s'exprimer sur tout et à propos de tout, eh bien, la notion de soupçon va être supérieure, parce que vous avez beaucoup de gens qui, pour tout un tas de raisons, pensent que les choses ne sont pas forcément aussi propres qu'elles devraient être, et qui l'expriment. Et donc, il faut créer une nouvelle forme de lien entre les institutions publiques, entre les systèmes et les citoyens. Et ça, je crois que c'est le plus difficile. C'est une rupture qu'on pourrait quasiment qualifier de civilisationnelle. Je pense qu'à moyen terme, on aura les citoyens, des gens qui seront des médiateurs entre les citoyens et l'État, qu'on pourra appeler une forme d'experts numériques. Pour moi, les pays les plus intéressants à cet égard, c'est Taïwan, l'Estonie et l'Ukraine, où on observe dans ces trois pays ce corps finalement d'experts qui, pour différentes raisons, en Ukraine évidemment différentes de celles que l'on observe à Taïwan, ont un rôle qui est de plus en plus déterminant dans finalement Comme par hasard, le maintien de la cohésion. Des pays qui connaissent une menace, et une menace assez directe. On la connaît également. Et on la connaît, on commence à la connaître, en tout cas à s'en rendre compte. Peut-être Joël Toledo, pour préciser pourquoi on a dit faut-il interdire ou supprimer, c'est qu'aux États-Unis, ils n'ont pas été par quatre chemins, ils ont dit TikTok ne peut pas rester chinois. Donc soit TikTok devient américain, soit il n'y a pas de TikTok. Nous, chez nous, on a une réglementation qui s'appelle le DSA, qui a été passée récemment, qui prévoit un certain nombre de sanctions si les plateformes, notamment les réseaux sociaux, ne respectent pas un certain nombre de nos valeurs. Le problème, c'est qu'on ne les applique pas. Alors, est-ce que c'est parce que notre loi est mal faite ? Ou est-ce que, en tout cas, on a entendu Thierry Breton, vous le citiez tout à l'heure, dire, écoutez, il suffit à un moment donné, avoir le courage de ses opinions et dire à M. Musk ce qu'il a le droit de faire ou pas le droit de faire. Alors, je vais y répondre parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un sujet DSA et ce qu'on peut faire ou pas faire. Mais je pense que le DSA a été un peu survendu, mais je vais y revenir. Je crois que par rapport à ce que disait Gilles, il y a effectivement une question algorithme. Mais ça, le cœur du sujet, c'est qu'on ne parle pas assez souvent d'économie. Le problème, c'est qu'on est dans un monde économique, qui est celui de l'économie de l'attention, et qui est fait justement pour qu'il vaille mieux avoir de la musique sombre que de la musique joyeuse, et qu'il puisse y avoir plus de contenu haineux que moins de contenu haineux. Et je pense que tant qu'on ne prendra pas le problème économique pour ce qu'il est, c'est-à-dire que dans ce monde-là, l'intérêt des acteurs, pour des raisons d'argent, pour des raisons de chiffre d'affaires, c'est la publicité ciblée le plus possible et le mieux ciblée. Et je pense que c'est ça le cœur du problème. On ne le traitera jamais. Et que l'acteur soit chinois, américain ou européen, il cherchera à vous garder sur son réseau le plus longtemps possible et en utilisant des algorithmes de plus en plus sophistiqués. Et je pense qu'il faut revenir à la question de la publicité ciblée, du financement et de la dynamique de ces réseaux. Et c'est pas en ayant des algorithmes alternatifs un peu bisounours qui seraient beaucoup plus gentils qu'on empêchera nos gamins d'aller éventuellement sur ceux qui les attirent le plus s'ils sont en concurrence. Donc, sortons du sujet et allons vers c'est quoi la dynamique du modèle économique des réseaux sociaux et attaquons-nous au problème. Point numéro 1. Point numéro 2. Revenons maintenant. Effectivement, DSA, c'est un truc bizarre. C'est un truc bizarre parce qu'il fait un certain nombre de paris sur l'idée qu'effectivement, en faisant de la modération, en disant ce qu'il faut pas faire parce que c'est risqué, etc., tout ça va être auto-régulé. Vous savez, c'est ce rêve de l'Internet du XXe siècle, ce monde merveilleux où tout le monde se comporterait bien. On l'a pas beaucoup vu, ou peut-être, moi, à l'époque, j'étais pas geek, donc je l'ai pas vu. Peut-être qu'il existait, d'aucuns disent qu'il a jamais existé, mais moi, je l'ai pas vu. En tout état de cause, aujourd'hui, la question, c'est d'un côté le modèle économique, et de l'autre côté, si on applique il y a un truc formidable dans le DSA. Vous n'avez aucun critère de succès. Est-ce que depuis qu'il y a le DSA, il y a moins de contenu haineux ? Personne n'en sait rien. En tout cas, la Commission européenne ou les pouvoirs publics de quelques pays que ce soit
ont rien mis en œuvre pour qu'on puisse suivre concrètement. C'est justement ça le problème. Elles prennent, il y a une réglementation et rien n'est mis en œuvre. Non, donc non, elle non, ne peut pas être appliquée. Non, la réglementation n'inclut pas de vérifier que ce qui est proposé traite le problème. Vous n'avez pas, c'est endogène. Moi, je veux dire, en principe, on sait à peu près quel est le critère de succès du DMA. Si dans 5 ans, il y a toujours aussi peu d'acteurs concurrents sur les domaines dans lesquels les gatekeepers évoluent, ça voudra dire que le DMA est un échec. Point. Maintenant, imaginons-nous dans 5 ans et interrogeons-nous sur comment on va évaluer si le DSA est un succès ou un échec. Ils vont faire leur évaluation du risque, ils vont payer des auditeurs pour vérifier que les risques sont bien évalués, mais est-ce qu'il y aura moins de contenu haineux? Est-ce qu'il y aura moins de contenu... Ma question, c'est est-ce que d'ici là, on aura eu victoire des populistes dans plus de pays européens? Parce que c'est ça la question. Écoutez, on les laisse faire. Est-ce qu'on les laisse faire? Est-ce qu'on laisse ces réseaux menacer nos démocraties ou est-ce qu'on les arrête? C'est ça la question aujourd'hui. Toutes les études académiques qui cherchent à évaluer au cas par cas l'effet de tel ou tel événement dans les réseaux sociaux sur les comportements des citoyens, quel que soit le sujet, du Brexit aux élections ou à la non-élection de Trump, montrent que ce ne sont pas les réseaux sociaux. C'est un système qui inclut les réseaux sociaux, l'ensemble des chaînes de type aux États-Unis Fox News et partout ailleurs les équivalents, les politiques. Il y a une étude extrêmement sérieuse qui montre que le premier qui est à l'origine du résultat selon lequel on aurait volé les élections à Trump, c'est Trump lui-même. C'est lui le porte-voix qui a été repris par tout le monde. Et hier encore, vous l'entendiez peut-être dire qu'on lui avait volé son élection. Donc c'est un système dans lequel on est, c'est un système global, effectivement, qui fonctionne sur une rapidité. Et les réseaux sociaux sont un élément important de ce système. Mais pas le seul. Mais pas le seul. On n'a jamais dit que c'était le seul. Bah alors si. peut-être, Gilles... Vous ne voulez pas supprimer les autres? Oui, on pourrait se poser la question des autres. Gilles, peut-être pour reposer également la question de la responsabilité d'éditeur, parce que finalement, tout vient de là. Alors, c'est l'influence finalement de la Silicon Valley sur les politiques américaines, ça date de loin. C'est Obama qui a refusé, au moment où ce débat a eu lieu aux États-Unis, de le faire. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point c'est l'absence de responsabilité. Alors pardon, je prends l'exemple des médias, mais nous sommes responsables de ce que nous publions dans le cadre de la loi. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, y échappent. Je pense que c'est même, ça va un peu au-delà de ça. C'est-à-dire quand on cherche à comprendre finalement l'origine du populisme et la polarisation dans les débats, il y a beaucoup de travaux, malheureusement, des travaux principalement américains sur ce sujet, mais d'ailleurs qui ont apporté une école de comportementalistes en France, entre autres choses. Mais un point important, en 1980, Reagan arrive au pouvoir, il libéralise la télévision, on passe de 12 chaînes à 200 chaînes en 4 ans, et le temps d'écran passé par chaque Américain va passer de 2h15 à 7h05 aujourd'hui. 7h05. On passe 7h05 aujourd'hui. Robert Putnam, qui est vraiment beaucoup plus que l'auteur des Ingénieurs du chaos, moi, mon maître à penser dans ce domaine, observe que ça retire 3 heures de conversations désagréables par jour, ce qu'il appelle les conversations désagréables. Les conversations désagréables, c'est le type qui a vraiment pas le même avis politique que vous, mais à qui vous êtes obligé de parler parce que... On s'engueule, mais on s'écoute. Il y a la place du village, il y a le café, il y a une dizaine d'endroits qui ont disparu aujourd'hui, service militaire, etc. Hier soir, ma femme a mis un film, Thelma et Louise, un vieux film des années 80. Et ce qui me frappait dans ce film, c'est la densité des lieux. Des lieux où il y avait des gens. Il y avait des... Vous rentrez dans un café, c'est blindé, c'est vraiment... Les gens sont... Alors peut-être que le réalisateur a exagéré, mais je pense que ces lieux ont disparu. Et cette capacité finalement à faire société a été détruite par les écrans, au-delà des réseaux sociaux, très largement.
Donc c'est même pas un enjeu sociétal, c'est un enjeu civilisationnel, en réalité, auquel nous faisons ça face. Et le contrôle des algorithmes rajoute évidemment une dimension justement de contrôle qui pourrait sonner le glas ultime du fonctionnement des démocraties. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette capacité d'influence, soit, je dirais, non voulue du fait du modèle d'affaires, soit à vocation politique, et je pense que c'est tout à fait le cas d'Elon Musk sur Twitter. Pour être un ancien utilisateur de Twitter, j'ai vu une inflexion. Je ne pense pas être d'extrême droite, je ne vois que des contenus d'extrême droite. Voilà, donc je l'affirme et je le dis vraiment avec beaucoup de conviction. Je pense que l'algorithme est influencé. Et ceux qui s'intéressent, qui voudraient porter plainte contre moi, je les remercie parce que ça nous donnera l'occasion d'un débat intéressant. Conversation désagréable, c'est ça. Conversation désagréable, mais c'est pas normal qu'il y ait une polarisation du débat à ce point-là. Et donc dans les deux cas, dans les trois cas même, dans le cas économique, dans le cas civilisationnel et dans le cas politique, on a un problème massif. Et donc, est-ce que les démocraties que nous représentons encore ont le droit de se défendre? Elles ont le droit de se défendre. Question, je ne sais pas s'il faut les supprimer parce qu'ils seront remplacés, mais on a le droit de se défendre. Elles doivent avoir quelque chose à dire. C'est le principal. C'est-à-dire qu'une démocratie doit être animée par un logos, par une volonté d'aller quelque part. Et c'est très sympa de vouloir construire la société des loisirs et tout ça, mais si ça part dans tous les sens, on sera incapable de se défendre. Regardez cette série qui vient de sortir sur Netflix, encore les Américains, mais Adolescents. C'est incroyable. Je l'ai regardé ce week-end. La façon dont ça montre comment les réseaux sociaux influencent nos enfants sans que nous le sachions, avec des conséquences, bon, je ne vais pas vous spoiler, vous regarderez, mais des conséquences évidemment dramatiques. Mais dramatique d'un point de vue criminel, dans le cas d'espèce, mais dramatique aussi potentiellement sur l'évolution de nos démocraties. C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Joël, qu'est-ce qu'on fait alors? Mais évidemment, on se défend. Mais on se défend en arrêtant de le faire avec des principes généraux dont on n'a pas testé la validité. On regarde effectivement ce qui se passe. Il y a énormément de débats, on pourrait en reprendre un autre sur lequel je vais encore être politiquement incorrect, mais tout le monde est choqué par ce qui se passe en matière de fact-checking. Mais évaluons ce que fait le fact-checking. Est-ce qu'il a vraiment... Qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter des problèmes? Sortons des discours généraux et bien-pensants pour évaluer systématiquement. Moi, je vous disais tout à l'heure, la publicité ciblée, c'est probablement quelque chose qui a un effet tellement important qu'il faut repenser la question de la gratuité, qu'il faut penser la question de la publicité ciblée. Il faut regarder les modèles d'affaires. Il ne faut pas les interdire, mais il faut les attaquer sur leur modèle économique. Alors. Il faut faire évoluer les modèles économiques de façon à ce qu'ils ne soient plus néfastes sur les enfants, par exemple. Et donc, sur l'ensemble des sujets, évaluons les conséquences sur le de TikTok chacun. aux États-Unis, c'est l'un des arguments employés à l'époque par l'administration démocrate. Hein. Mais il y avait un remplaçant qui était sur les starting blocks et qui était prêt à se substituer à TikTok. TikTok, vous avez deux raisons. La raison pour laquelle les Américains, en tout cas affichés, ont voulu fermer TikTok, c'était parce que les données, voilà. C'était absolument pas sur l'aspect attention et prise d'attention, c'était sur l'aspect données des enfants et des adultes américains en Chine. Donc ne nous trompons pas à chaque fois de sujet et regardons quel est le problème qu'on veut traiter et comment on le traite. On déborde totalement du temps, donc je me fais gronder. Je vais avoir une conversation désagréable avec Nicolas. Exactement. Merci à tous les deux. On n'a pas épuisé le sujet, mais on le reposera, je pense, dans d'autres occasions. Merci beaucoup. Merci Philippe, merci à nos invités. Et je vous confirme qu'avec Gilles, les conversations ne sont jamais désagréables, donc profitez d'un café à ses côtés. Merci Philippe.